Bon, quand on regarde la télévision, qu'on écoute la radio, qu'on lit les journaux, bien souvent, dans le domaine économique, on vous dit, Madame Lagarde, Monsieur Fillon, eh bien, la reprise est en vue, la croissance va revenir, on va s'en tirer. Et de tous les côtés, hein, j'allais dire droite comme gauche, il est assez fréquent qu'on entende ces propos plus ou moins lénifiants. Et je n'en veux pour exemple que ce qui va se passer la semaine prochaine dans un amphithéâtre un peu plus grand qui s'appelle l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de l'autre côté de la rue, au Palais Bourbon, et où nous allons voter, pas moi qui suis dans l'opposition, mais il va être présenté ce qu'on appelle le budget de la France, hein, qui est quand même l'événement, la grande loi budgétaire à chaque automne, où on essaye, en 2010, de prévoir, évidemment, les dépenses et les recettes, disons, de notre pays pour 2011. Mais depuis que l'Europe également nous a cadrés, il faut non seulement présenter ce qu'on appelle la loi de finances initiale, la LFI, donc le budget pour 2011, mais maintenant on doit faire aussi une loi de programmation budgétaire qui se projette en 2012, 2013 et 2014, et dire à chaque fois quelles sont à peu près les dépenses et les recettes que la France est susceptible d'avoir dans ces 4 prochaines années. Alors on l'a regardé, c'est des documents assez techniques et très impressionnants au point de vue du volume et des lignes. Eh bien, tel que ça va être voté pour le budget de la France de l'an prochain, donc en 2011, on essaie de fixer quelques indices et paramètres macroéconomiques. Il y a le taux de chômage, combien on aura de taux de chômage en 2011, en 2012, 2013, 2014, il faut le faire sur 4 ans. Et puis il y a la fameuse croissance. Quelle va être la croissance du PIB en 2011 pour la France, en 2012, en 2013, en 2014. Alors là, M. Fillon, Mme Lagarde, eh bien, ont prévu un taux de 2% de croissance pour 2011. Ce qu'on appelle le consensus des économistes, qui est une sorte, vous savez, les économistes qui discutent entre eux. Non, moi je pense qu'on va faire 1,5, d'autres disent 1,6. C'est à peu près d'1,5. L'INSEE dit 1,6. Et donc ils espèrent, ils croient en tout cas, puisque c'est de l'ordre de la croyance, que l'an prochain on fera, disons, soit 1,6 pour l'INSEE, soit 2% pour la France. Et plus remarquable encore, en 2012, 2013 et 2014, dans la loi de programmation budgétaire, il est prévu que la France, en moyenne, fasse 2,5 en 2012, 2,5 en 2013, 2,5 en 2014. Il y a donc là une projection, on peut dire un peu comme nous, où va la France budgétaire, en tout cas, dans les 4 prochaines années, qui est, on peut dire, croissantiste. Alors, en quoi ceci n'est pas ma conviction? Je vais résumer, bien entendu, parce qu'il n'est pas... on n'a pas assez de temps, mais ça sera peut-être marqué dans l'ouvrage. Pourquoi je crois que pour plusieurs raisons, ce n'est pas ça qui va arriver. Et que dans ce cas-là, évidemment, on peut gravement ou lourdement se tromper et du coup avoir un peu de perturbation à la fois budgétaire et politique. Je rappelle ce qui s'est passé en 2008. Vous vous souvenez qu'en 2008, il y a eu cet épisode qu'on a appelé, au mois de septembre, la chute de Lehman Brothers, qui a représenté symboliquement une certaine crise financière et le dérèglement du système financier international. On a dit oui, c'est à cause de la crise des subprimes qui venait avant, enfin, etc. Il y a des tas d'explications purement financières. Mais en 2008, on avait également un budget de la France pour 2009, puisque c'est toujours l'année d'avant pour l'année d'après. Eh bien, en octobre 2008, soit à peu près un mois après la chute de Lehman Brothers, eh bien, on a de nouveau proposé et débattu ici même un budget de la France et une loi de programmation budgétaire, hein, puisque, encore une fois, on est obligé de se projeter 4 ans à l'avance. Et les mêmes, d'ailleurs, M. Fillon, Mme Lagarde, avaient dit non, pour 2009, on va sans doute faire 1% de croissance. Alors maintenant qu'on est en 2010, on sait combien on a fait. On a fait moins 2,6. Moins 2,6. Donc, on peut dire qu'on s'est trompé, le gouvernement, d'à peu près 3,6 points de PIB. Ça fait des dizaines de milliards. Ça fait des centaines de milliers d'emplois. Et donc le fait de se tromper, évidemment, on sait bien que les prévisions difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir, mais le fait de se tromper à ce point fait que vous avez du tangage à la fois économique et social dans la mesure où votre croyance n'est pas réalisée dans les années futures. Alors à quoi je crois moi? C'est toujours évidemment une croyance en probabilité, au sens que les probabilités calculées par Bercy, c'est qu'on va retrouver la croissance, 2011, 2012, 2013, 2014. Ma probabilité, un peu supérieure à 50%, c'est qu'au contraire, il est probable qu'on retrouve une période, disons,
de stagnation, voire de récession, au sens purement PIB et économique du terme, dans les années 2011, 2012, 2013, 2014. Et par conséquent, la perspective macroéconomique qui est proposée par le gouvernement n'est pas celle que moi je partage. Bon, essentiellement, d'où ça vient? À mon avis, trois raisons. La première, c'est justement l'instabilité, voire ce qu'on peut appeler la perturbation, la dégradation et même la folie du système financier. On voit bien que ça n'est pas fini. On entend parler de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, voire même pour certains spéculateurs de la France. Donc la zone euro est soumise à pas mal de turbulences. D'autre part, il y a ce que j'appelle évidemment la raréfaction des matières premières et notamment le passage du pic pétrolier et le commencement du déclin de la production mondiale de pétrole qui, ça paraît un petit peu évidemment anecdotique, mais en réalité, comme c'est la matière première la plus échangée au monde et le plus grand marché commercial du monde, je pense que ça va pas mal tanguer lorsqu'il y aura vraiment le déclin de la production de pétrole, simplement parce que depuis 150 ans, la courbe de la demande de pétrole était inférieure à la courbe de l'offre de pétrole. Hein. Quand on demandait plus de pétrole, on ouvrait plus les robinets, il en coulait plus, et qu'il est probable qu'aujourd'hui, ou demain, c'est-à-dire en 2011 ou 2012, eh bien, on demandera plus de pétrole, la Chine, l'Inde et bien d'autres, l'Afrique du Sud, le Brésil et qui vous voulez, mais que les robinets en fourniront moins. Et puis, troisièmement, un incident, un accident, quelque chose peut-être plus fort que la canicule de 2003, voire l'épisode de Katrina, ou bien ce qui s'est passé autour de Moscou avec les incendies de forêt l'été dernier, c'est-à-dire un accident vraiment grave d'origine climatique ou écologique. Alors, si ces trois événements arrivent ces trois événements qui ne sont pas forcément spectaculaires au sens d'un cataclysme naturel, mais qui peuvent coïncider sur quelques années, à la fois l'effondrement, voire la dislocation du système financier, plus le déclin de la production mondiale de pétrole, qui est la matière première la plus précieuse, puisque nous sommes drogués au pétrole, on ne peut pas s'en passer. La France, comme disaient peut-être ces messieurs, ne peut pas vivre, qui sont partis maintenant, c'est dommage, ne peut pas vivre plus de 2 ou 3 jours sans pétrole. On l'a bien vu au moment où il y avait quelques pénuries éventuelles il y a un mois. Et d'autre part, peut-être un épisode climatique ou quelque chose qui l'ordre de l'écologie. Eh bien, si ça arrive dans cette décennie qui arrive, et que c'est plus ou moins dans les quelques années en même temps, je pense qu'on rentrera dans une crise à la fois économique, écologique, sociale et politique. Et que dans ce cas-là, lorsqu'on est un responsable politique, comme j'essaye de l'être, eh bien, les projets qu'on peut faire pour l'avenir ne sont pas des projets souriants de croissantisme béat, mais sont plutôt des projets qu'on appelle parfois, dans un mot un peu pédant, des projets de résilience. La première responsabilité des responsables syndicaux, associatifs, politiques, c'est de dire j'ai des populations dont je suis l'élu, par exemple en ce qui me concerne, eh bien je dois protéger ces populations contre les effets délétères d'une éventuelle déclin du pétrole ou dislocation du système financier ou incident grave, très grave, d'ordre climatique ou écologique. Et donc les projets de résilience, ça concerne essentiellement tous les systèmes, on peut dire, de sustentation de notre vie quotidienne, essentiellement, disons, l'alimentation et l'énergie. Sans énergie, sans alimentation, toute économie, aussi bien familiale que parisienne, que francilienne, que française, qu'européenne, ne marche pas au bout de quelques jours. Et donc, c'est en ce sens-là que, dans le livre et puis dans d'autres livres que vous connaissez vous-même, eh bien, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que peut-être nos gouvernants, peut-être les associations, peut-être les syndicats, peut-être les forces politiques puissent dire partageons une vue qui soit une sorte de plan B par rapport à la religion croissantiste habituelle, qu'elle soit de droite ou de gauche. Quand j'entends Martine Aubry ou quand j'entends François Fillon, c'est le salut viendra par la croissance, et la croissance va résoudre à la fois le déficit et la dette abyssale de la France, le problème des retraites, le problème du chômage. C'est la croissance qui résout tout. Sauf que si on ne réfléchit pas au moins un instant au fait que cette croissance pourrait ne pas revenir, à cause de données objectives que je n'ai pas le temps de développer, eh bien, il faudrait un plan B que j'appelle de résilience, où il faut protéger les populations pour garantir au moins qu'on puisse avoir une certaine solidarité, une certaine paix et une certaine démocratie encore en France dans la décennie 2010-2020. Vous voyez que ça paraît un peu sombre. Moi, je ne suis pas spécialement, disons, ni optimiste ni pessimiste. Je dis simplement que j'essaie de faire un rapport un peu statisticien et froid sur ce qui risque de se passer en probabilité.
et que dans ce cas-là, on n'a pas du tout la même politique, aussi bien municipale que française qu'européenne, quand on a ce genre de point de vue par rapport à des points de vue un peu plus souriants, comme il y a d'habitude lorsqu'on fait des campagnes électorales. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sauver? Eh bien, essayer de voir ce qui peut se faire et qu'est-ce que ça veut dire que cette résilience. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Et puis, évidemment, avoir confiance dans les 3 valeurs que je viens d'exposer, c'est-à-dire la paix, la solidarité et la démocratie, car le pétrole spécialement ne m'intéresse pas passionnément, d'autant plus ça fait plein de gaz à effet de serre, c'est assez polluant, mais parce qu'il y a quand même des valeurs du vivre ensemble qu'il faut conserver, et ces valeurs, on peut les subsumer, on peut les intégrer dans ce projet de résilience. Et ce projet, par qui sera-t-il porté? Eh bien, sans doute par une sorte de sursaut de la jeunesse du monde auquel je fais confiance. Merci.